Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la relation France-Algérie, les accords de 68, dont la France est incapable de se débarrasser. La France officielle, la France de M. Macron, la France de la gauche, évidemment, l'establishment. L'establishment ne veut pas couper le cordon ombilical qui relie l'Algérie à la France. Bon. Alors, il y a plusieurs niveaux d'analyse. Il y a une analyse psychologique de comptoir peut-être, qui est de dire que l'Algérie est la fille de la France. L'Algérie a été constituée par la France dans la violence. C'est une césarienne sanglante qu'a été la naissance de l'Algérie. Et ce n'est pas grave, hein, plusieurs pays sont nés d'une césarienne sanglante, hein. Toute l'Amérique latine est née d'une révolution contre l'Espagne ou le Portugal, surtout contre l'Espagne. Et le Venezuela, la Colombie, le Mexique sont nés, comme l'Algérie, d'une césarienne sanglante. Et donc l'Algérie, fille de la France, ne veut pas se couper d'une relation spéciale avec la France, hein. On critique la France-Afrique, là on a l'Algérie-Afrique réclamée par les Français et par les Algériens, hein, c'est des deux côtés. Ça s'appelle l'amour filial. Et comme l'amour filial est une espèce très compliquée, très complexe, on peut s'insulter, mais on s'aime, hein. Pensez à l'adolescence, hein, il y a des querelles familiales, hein, qui durent des années, hein. Pensez à la querelle des Bettencourt entre Françoise et Liliane. Elles s'aimaient à leur manière, mais elles se contredisaient, elles se combattaient par communiqué de presse interposé, par avocat interposé, par lobbyiste interposé. C'est à peu près ça ce qui se passe entre la France et l'Algérie. Bon, ça c'est l'explication psychologique. Elle vaut ce qu'elle vaut. En même temps, il y a une explication qui est liée à la décadence de l'esprit français. Cette décadence de l'esprit français, elle n'a pas commencé aujourd'hui, elle a commencé dans les années 60. C'est ce que je vous propose de voir ensemble aujourd'hui dans le cas algérien qui est vraiment symptomatique. L'Algérie obtient son indépendance en 62, en juillet 62. D'accord. C'était plié dès le mois de mars 62, les accords d'Évian entre le gouvernement algérien en exil et De Gaulle. Ces accords d'Évian, ils ont prévu une transition de mars à juillet 62, l'indépendance officielle, et puis même dans les mois suivants, notamment pour la sécurité des pieds noirs. Il y avait 1 million d'Européens en Algérie, un peu moins à la fin, mais il y avait quand même plusieurs centaines de milliers. Il était question qu'ils puissent rester en Algérie comme des citoyens normaux, et qu'ils puissent décider à un moment donné, je crois en 65, 66, s'ils voulaient se naturaliser algériens, ou bien aller en France, ou bien rester étrangers en Algérie. Bien sûr, il y avait des accords, dans les accords d'Évian, il y avait des clauses sur la sécurité. Il y avait une police mixte franco-musulmane, disons, franco-musulmane, du temps hein, entre mars et juillet, a été montée une police mixte entre Algériens musulmans et Français, disons, européens. Et ça devait continuer après l'indépendance jusqu'à former la police, gendarmerie algérienne, et tout ça pour garantir l'ordre des pieds noirs. Et il y avait aussi des clauses pour la protection des harkis. D'ailleurs, on ne disait pas harkis, on disait, je ne sais plus ce qu'on disait, combattants d'autodéfense, enfin bon, ou musulmans supplétifs. Voilà. Évidemment, ces accords d'Évian, signés par l'Algérie et par la France, n'ont pas été respectés. Ils n'ont pas été respectés par le côté algérien. Est-ce que vous croyez que le côté français s'est rebellé? Non. Il a baissé la tête et il a allongé de l'argent. On parle de la France de De Gaulle, on ne parle pas de la France de Macron, de Gabriel Attal, Darmanin, Olivier Véran, Sarkozy, Manuel Valls. On est encore dans la vraie France, hein, dans la France qui avait encore le souci de la grandeur. Hein. Et De Gaulle, c'est quand même pas n'importe qui. Il a libéré la France contre le nazisme. Donc, on ne va pas lui faire un procès en haute trahison. Et pourtant, De Gaulle et ses gouvernements, hein, Couve de Murville, je crois que le ministre de l'Intérieur, c'était Jox, si ma mémoire est bonne, hein, vous me corrigez. Mesmer à la Défense, enfin bon, les souvenirs m'échappent un peu. Debré aussi, tout hein, ce gaullisme-là, ils ont dit on continue. Et comment ils ont continué? Ils n'ont pas rompu les relations diplomatiques avec l'Algérie, malgré le non-respect des accords d'Évian. Non-respect tragique. Il y a eu plusieurs dizaines de milliers de harkis brûlés, hein, au chalumeau, étripés, à la méthode du Hamas, hein. Ils ont été brûlés devant leur famille. Voilà, bon. On passe sur les détails.
alors qu'il y avait des soldats français en Algérie. Il faut bien savoir qu'il y avait des bases militaires françaises en Algérie jusqu'aux années 70. Il y avait une énorme base près d'Oran, de l'aviation, qui entendait de là où il était les bruits, les clameurs, le bruit de l'odeur de la chair brûlée des harkis, hein, elle le voyait, elle le ressentait. Puis il y avait une grosse base dans le sud-ouest oranais, euh, Namou, je crois, enfin bon, je ne me rappelle plus des noms. Elles avaient aussi des noms de code pour des tests biochimiques. Ils auraient pu intervenir, ils ne sont pas intervenus. La France n'a même pas émis de protestation. Et pire que ça, si vous voulez, des citoyens, enfin des Européens, ont été passés au sabre, lynchés par la foule en juillet 62 à Oran. Et l'armée française qui était stationnée à Oran n'a rien fait. Stationnée au corps d'Oran, elle n'a rien fait. Le maréchal ou le général Katz, il n'a rien fait. Encore un bureaucrate qui a obéi aux ordres. Il le dit lui-même, il dit j'ai obéi aux ordres, je m'en repens. Bon, entre-temps, plusieurs centaines de Français et de musulmans dits francophiles ont été bouffés, parce qu'on n'a même pas retrouvé les corps, dans certains cas. La France ne réagit pas. Euh, Suite à ça, les prochaines semaines, 62, 63, vous avez des enlèvements de pieds noirs. On ne retrouve pas les corps. Bon. Et il y a le programme des festivités est très lourd. Hein, le Hamas n'a rien inventé. Hein. Entre mars 62 et juillet 62, il y a eu aussi des enlèvements de Français pour prendre le sang dans les cliniques de transfusion sanguine clandestine du FLN. Enfin bon, le tableau des horreurs est trop terrible pour être compté ici. Et donc, que fait la France devant ces outrances? Eh bien, elle applique les accords d'Évian, c'est-à-dire qu'elle dit, voilà, je me suis engagé à aider l'Algérie dans la transition, je le fais. Je lui envoie des consultants et des coopérants. Donc, regardez là, la France, hein, enfin, le caractère français. Hein. On t'a coupé les gorges et les veines de tes soldats. Toi, tu ramènes des coopérants, payés par les Français, évidemment. Certains ont été appelés les pieds rouges. Hein. Ce sont souvent des gens de gauche un peu idéalistes qui sont partis remplacer les pieds noirs comme professeurs au collège en Algérie, à l'école primaire, ingénieurs, architectes, urbanistes. Ils ont construit des maisons, ils ont construit des HLM, enfin les ancêtres des HLM. Et il y avait des agronomes là-dedans. Bon, ça a duré 3-4 ans, le temps que l'Algérie se referme contre elle, se referme, se replie sur elle-même et devienne une dictature socialiste pure et dure. Et donc là, ils ont expulsé les pieds rouges. La France aussi a envoyé de l'argent. Il y avait un accord de coopération financier entre Bercy et le gouvernement algérien, puisque il y avait plus d'inspecteurs des finances en Algérie, ni de spécialistes des finances publiques. Ils ont été soit éliminés, soit ils ont été expulsés, sont partis. Donc la France a transféré de l'argent. Ça, c'est les archives officielles, hein, c'est pas. Hein. Elle a renfloué les caisses algériennes jusqu'en 65. Il faudra me corriger si je me trompe. C'est dans mon livre qui s'appelle, là pour le coup, je fais un peu de pub. Hein, on n'est pas marocain. L'identité marocaine m'habite et je l'assume. Je suis un peu vendeur de tapis aussi. Euh, une contre-histoire de la colonisation française. Vous trouverez tous les détails dans la dernière partie du livre, la partie post-indépendance. Voilà, donc la France a baissé la garde. La France de De Gaulle, hein, la vraie France, pas celle d'aujourd'hui, des Français de papier qui nous gouvernent. Je l'ai dit dans une autre vidéo qui s'appelle Pourquoi, il y a une semaine ou deux, où je dis que nos chefs aujourd'hui ne sont pas des Français. Ils ont beau s'appeler Olivier, Gabriel, Valérie, Anne, Yaël, je ne sais pas quoi, ce pas des Français. Ce sont des Français de papier. Ils n'ont pas la culture générale, la substance morale française. Ils ne sont pas les héritiers de Colbert ni de Mazarin. Ils ne se sentent même pas redevables de quoi que ce soit envers Louis XIV, Napoléon, Clémenceau, non. Ils sont nés de la dernière pluie. Ils roulent pour eux. Et ils ne veulent pas savoir du passé. Ils ne veulent rien savoir du passé. Et le passé leur rend bien parce qu'ils les ignorent. Vous voyez tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils touchent, ils le pourrissent. Alors que tout ce qu'ont fait les anciens tient debout. Hein, la rue de Rivoli, par exemple. Madame Hidalgo, qu'elle soit sur Twitter ou qu'elle soit à l'extérieur de Twitter, est incapable de refaire quelque chose comme la rue de Rivoli. Incapable. Même si elle ramène des concours d'architectes, elle ne peut pas, tout simplement. C'est ça la vengeance des anciens. Bon, revenons donc à nos moutons.
à partir de ce moment-là, la France a commencé à faire n'importe quoi. D'où les accords de 68, parce que le gouvernement algérien, donc déjà en Algérie, il y a eu une révolution à l'intérieur du régime, il y a eu un coup d'État. Ben Bella est parti en 65, emprisonné, je crois qu'il était en résidence surveillée, et Boumedienne a pris le pouvoir, un radical. Hein, je parle comme BHL ou Nicolas Bavrez, Bavrez non, l'autre là, pardon, pas Bavrez, peu importe. L'autre avec l'écharpe rouge. Je parle comme quelqu'un de sérieux. Euh, Bavrez est sérieux, mais c'est pas lui que je vise. Boumedienne, lui, il a douché les espoirs des Algériens qui croyaient s'être libérés de la France pour rentrer dans une démocratie. Il leur a dit, les mecs, on a chassé les Français pour mettre le FLN. On a changé juste d'oppresseur. Et encore, l'oppression française, tu pouvais manger à ta faim et avoir des vaccins et avoir un espoir économique. Là, avec l'oppression du FLN, tu fermais ta gueule et tu prenais des coups de brodka dans la gueule. Mais bon, c'est comme ça. On admet toujours l'oppression quand elle est faite par celui qui nous ressemble. Quand elle est faite par un étranger, elle est intolérable. D'ailleurs, tous les pays qui sont décolonisés, ils n'ont pas remplacé la France ou même l'Angleterre par des démocraties. Ils ont remplacé la France, l'Angleterre, la Belgique ou je ne sais quoi par des dictatures. Hein, le Ghana, le Nigeria, le Rwanda, le Kenya, l'Afrique du Sud, c'est un cas différent. Vous voyez ce que je veux dire? Le Zimbabwe, bon, c'est un cas différent aussi. Le Gabon, le Sénégal, le Mali, hein, on n'a pas fermé l'enfer pour rentrer dans l'Éden. Hein, on a juste changé de geôlier. Donc le Boumedienne, il a dit aux Français, j'ai besoin, on a les lettres, notamment d'un certain Bouteflika qui était ministre des Affaires étrangères, s'il vous plaît, la France, je ne vous aime pas, on vous a chassé, vous êtes le grand Satan, mais prenez-nous des travailleurs algériens. Prenez-nous des travailleurs algériens le plus possible, parce qu'on n'a pas d'économie. Notre économie ne marche pas. Et donc là, la France a dit, OK, on vous prend vos travailleurs algériens. Et elle a créé une discrimination par rapport aux travailleurs marocains et tunisiens. Parce que Maroc-Tunisie, des cas différents, mais il y a une communauté au sein d'Afrique du Nord, une coïncidence, on va dire. Tous ces pays ont eu des problèmes économiques dès le départ de la France pour des raisons légitimes et pas légitimes, enfin en même temps. On ne perdra pas trop de temps là-dessus. Crise économique au Maroc et en Tunisie dès l'indépendance. Alors elle s'est bien sûr approfondie quand on a nationalisé les économies. Enfin, il y a eu des expropriations au fait des pieds noirs. Parce que les Marocains, les Algériens, les Marocains et les Tunisiens, pardon, et les Libyens aussi, ils ont laissé les pieds noirs travailler. Au Maroc en 73, en Tunisie en 64, en Libye en 74, on a exproprié, plus ou moins habilement, plus ou moins élégamment, les pieds noirs. Et donc ils sont partis. Et donc l'économie, j'allais dire s'est effondrée, non, elle a pris un sacré coup. Bon, tout s'explique 30 ans plus tard. Donc il y avait un besoin d'envoyer la main-d'œuvre excédentaire. L'Algérie est passée en priorité par rapport au Maroc et à la Tunisie. Et d'où les accords de 68 qui sont des accords tout à fait hallucinants. On est dans une espèce de confédération franco-algérienne. Enfin, le privilège que la France de Gaulle a donné aux Algériens, je ne parle pas de la France de Manuel Valls ou de Macron, je parle de la France de Gaulle. La France de Gaulle, ce qu'elle a donné aux Algériens comme privilège, c'est digne d'une confédération. Tu donnes ça à ton frère. Tu donnes ça ce sont des privilèges que tu donnes au Dom-Tom, tu vois, à Mayotte, à la Guyane, à la Martinique. Tu ne donnes pas ça à un pays autre. Eh bien, la France a donné ce privilège-là à l'Algérie. Tout ça pour tenter d'acheter la paix avec le gouvernement algérien, bon, qui a compris comment fonctionne l'esprit français dans sa phase décadente, parce qu'il y a deux esprits français. Il y a la grandeur de Saint-Exupéry, du De Gaulle des années 40, et puis il y a le grand n'importe quoi qui a commencé déjà dans les années 60 et qui nous vivons aujourd'hui. Hein. Le fameux tu n'auras pas ma haine, le fameux si tu m'as cassé la gueule, c'est que tu es un malade mental. Si tu as tué mes enfants, c'est qu'ils l'ont bien cherché. Ils t'ont poussé par les cheveux. Ils t'ont tiré par les cheveux. Hashtag Crépol. Hein. Je ne fais que restituer les éditos du service public. Hein. Très bien. Et du Parisien. Qui est un service public en soi, parce que quand tu regardes le financement du Parisien, c'est l'État français. Donc c'est du service public. Bon. Nous n'avons plus, ou presque plus de presse indépendante. Voilà le contexte mental des accords de 68,
30 000, 50 000 immigrés chaque année envoyés par l'Algérie. À un moment donné, il y a eu le regroupement familial. Alors là, c'est comme si tu donnais je sais pas moi, je vais essayer d'utiliser une métaphore quand même. C'est comme si tu donnais du Viagra à un frustré, un obsédé sexuel. C'est que là, ça, hein, c'est du diesel sur un incendie. Là, ça part en vrille. Et la situation actuelle, vous la connaissez. Voilà, donc aujourd'hui, on a une incapacité des autorités françaises à réformer, à revenir sur cet accord. Alors pourquoi? Je vous l'ai expliqué, il y a il y a un problème psychologique, hein, enfin, il y a une posture de soumis, de défaitiste. Hein, on est face à l'Algérie et face à l'Allemagne, hein, à, à tant de lobbies, hein. On est dans une posture de défaitiste, de cocu, hein, le cocu consentant. Ça, c'est là une posture, parce qu'on dit que euh, c'est quand même la moindre des choses, parce que nous avons colonisé l'Algérie. Alors demandez à Erdogan de s'agenouiller devant l'Algérie. Lui, il a colonisé l'Algérie, mais il n'y a rien laissé. Il est resté 3 fois plus longtemps que la France, et il n'a pas laissé quelque chose de debout en Algérie, hein. Les Turcs, ils n'ont pas investi un copec en Algérie, à part quelques forts militaires et encore, financés par les impôts des Algériens, hein, d'accord. Euh, Lui, voilà, ça lui arriverait. Les Turcs, ça ne. Voilà, ils parlent aux Algériens d'égal à égal. Les Français, ils doivent s'agenouiller. Bon. Donc là, c'est du. Là, on est dans. Ça, c'est l'état d'esprit. Mais il n'y a pas que ça. Il y a, à mon humble avis, j'ai pas les preuves, il y a une espèce de pacte tacite. J'en parle dans mon livre, hein, une contre-histoire de la colonisation, avec tous les pays d'Afrique du Nord et même d'Afrique noire. Il y a une espèce de deal. Il y a un New Deal, si vous voulez, de dire finalement, colonisez-nous, envoyez-nous vos masses révolutionnaires à nous. Hein, parce que les jeunes là, qui quittent l'Algérie, la Tunisie, la Libye, la Guinée, la Côte d'Ivoire, sont les jeunes qui auraient pu faire la révolution dans ces pays-là. C'est déshérités, ils ont entre 15 et 25 ans, plein d'hormones, forts. Non, non, ils vont peupler les villages français, ils vont en partie alimenter la criminalité, ils vont faire la révolution en France. D'accord. Donc, c'est ce qu'a fait Fidel Castro, hein, en 1981, je crois. Il a été embêté par le lobby cubain de Miami. Il leur a dit, vous voulez que je vous envoie des Cubains? Je vais les libérer. Il a libéré les gens qui vivaient dans les asiles, dans les hôpitaux de HIV, SIDA. Et le SIDA en 81, c'est pas comme maintenant. C'était vraiment une maladie honteuse. Et il a libéré les criminels. Ça s'appelle le Mariel. Il y a des films là-dessus, des documentaires. Et il a livré, comme nous, on nous livre les chances et les opportunités à Lampedusa, on a livré ces cas sociaux aux Américains au milieu du gué entre la Floride et Cuba. Hein, voilà. Et les Américains ont mis un certain temps à comprendre de quoi. Bah, c'est le film Scarface, hein, c'est tout y est. C'est exactement cette affaire-là. Donc, on prend l'excédent humain, le potentiel révolutionnaire. Donc, c'est comme quelqu'un qui a la tension, tu lui fais une saignée, comme au XVIIe siècle. Hein. On baisse la pression révolutionnaire politique dans ces pays-là, en leur enlevant leur masse révolutionnaire. On alimente le patronat voyou de chez nous, hein, tous ceux qui ont besoin de travail au noir, je ne vais pas les citer, j'ai assez d'ennemis comme ça. Et puis, en contrepartie, qu'est-ce qu'on a? En contrepartie, on a l'espoir, l'illusion d'une collaboration des pays d'Afrique et du Maghreb. J'aime pas dire le Maghreb, je dis l'Afrique du Nord. Parce que le Maghreb, moi, j'aimerais bien. Bon, on en parlera une autre fois. Euh, une collaboration pour le maintien d'une certaine influence française, une espèce de promesse non tenue, et que les Français, ils ont inventé dans leur tête, comme quoi ils vont vous aider dans le Sahel, comme quoi ils vont vous aider qu'avec les Touaregs, comme quoi ils vont être l'arbitre avec les Touaregs, tout ça. Et puis il y a aussi une promesse de collaboration industrielle, c'est-à-dire que économique, c'est-à-dire que je te débarrasse de tes Lénine et tes Staline, enfin de tes Lénine et de tes je te débarrasse de tes Lénine, de tes Trotsky, donc de tes forces révolutionnaires intelligentes. Je te débarrasse de tes Bin Laden et de tes Daesh. Je te pique au passage aussi tes médecins, hein, parce qu'on prend aussi les médecins algériens. Je te pique tes médecins, hein, je te pique tes infirmiers, hein, tes forces vives. Mais de toute façon, tu t'en fiches parce que tu n'as pas de secteur de santé. La nomenclatura se soigne en Suisse, donc
ou à l'hôpital Cochin, donc elle n'a pas besoin de médecin en Algérie ou en Guinée ou au Bénin. Bon, d'accord? Mais toi, tu me donnes, tu me donnes le droit d'investir chez toi dans quelques marchés publics bien juteux. Et là, tu me garantis la sécurité juridique. Parce que l'investisseur français, américain, européen, chinois, il a de l'argent. Dans le monde, l'argent n'est pas le problème. L'argent, les liquidités, il y en a. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de sécurité juridique. Les gens veulent investir là où ils peuvent être, là où ils savent que le droit à la propriété est défendu contre quelqu'un qui te squatte ta ferme, ton appartement, ton usine, où les syndicats sont régulés, ce n'est pas des syndicats qui vont te casser tes appareils de production, où tu peux importer en France, rapatrier en France ou à ton siège social les dividendes, tes gains, d'accord? Où tu peux faire donc le transfert des capitaux sans autorisations abracadabresques byzantines et où tes cadres supérieurs sont assurés de ne pas aller en tôle. Il y a plein de pays, notamment le Brésil, où les lois changent tous les jours. Et donc, un cadre supérieur d'une grande boîte française ou allemande peut se retrouver en tôle parce que la loi a changé. D'accord? Donc, ces pays-là, ils offrent une sécurité juridique aux grands projets d'investissement des grandes boîtes françaises. Délocalisation, grands travaux d'infrastructure, défense, tout ça. Voilà le New Deal. Donc je pense que ce New Deal explique beaucoup cette espèce de couardise, de lâcheté, de délire des autorités françaises qui partent perdantes dans les négociations. En fait, elles ne sont pas perdantes forcément. Elles perdent, enfin, elles perdent rien. Nous perdons sur le côté démographique, le côté identitaire, le côté de la sécurité culturelle. Mais elles gagnent. Au final, la relation, elle est équilibrée. Sauf que l'équilibre, il est toxique, il est diabolique. Ce n'est pas un équilibre qui est franc du collier, ce n'est pas un équilibre qui est bon pour la nation française. On est dans le régime des oligarques. Ah, nous voyons les oligarques en Russie, parce que nous sommes un peu, on n'est pas racistes, nous sommes un peu européocentristes. Ah, les Russes, ah, les Ukrainiens, les oligarques. Ah, les Arabes du Golfe, les cheikhs, les sultans, les 5000 princes d'Arabie Saoudite. Oui. Mais chez nous, nous, on n'a rien. Nous, on n'a pas d'oligarques. Nous avons que des capitalistes vertueux. Que des capitalistes au-dessus de tout soupçon, bien sûr. Et les oligarques, ah, en Méditerranée, en Afrique du Nord, en Afrique, ah, les barons, les biens mal acquis. Mais nous avons aussi nos oligarques. Donc vous avez une alliance des oligarchies, nord-sud, euh, qui, est, euh, qui dispose des médias. Hein, parce que tout ce que je viens de dire là, les médias d'oligarchie du Nord vont dire que je suis un fasciste. Et les médias d'oligarchie du Sud vont dire, ah, tu trahis ta race, tu trahis ta religion, tu te vends aux Français. Parce que là, chez nous, en Afrique du Nord, hein, on a l'obsession du larbin. On a les obsessions qu'on mérite. Dès que quelqu'un dit quelque chose qu'on n'aime pas, on dit qu'il est larbin. Ah, tu t'es vendu, tu t'es vendu, tu t'es vendu, tu t'es vendu. Bon, c'est comme ça, on s'en fiche. Donc voilà, j'espère avoir été utile pour essayer d'éclairer ces accords de 68. Euh, Entre nous, hein, c'est pas même si c'est très grave, mais c'est pas disons c'est pas, ce n'est plus fondamental. L'immigration a pris un tel niveau enfin, la boule de neige est tellement grande, tellement gigantesque que ce n'est pas en arrêtant les flux liés aux accords de 68 que l'on va régler le problème. Là, aujourd'hui, vous avez deux problèmes. Vous avez les diasporas qui gèrent l'immigration. C'est ce que disait Zemmour, il a raison. Hein. Ce sont les diasporas qui décident de qui va venir en France par le regroupement familial, le mariage, même les entrées illégales. Parce que les gens qui rentrent illégalement par Lampedusa, ils ne sont pas complètement fous. Ils savent qu'ils ont des frères, des sœurs, des cousins qui les attendent en Europe. C'est pour ça qu'ils traversent la Méditerranée comme ça, comme des hallucinés à la nage. Qui savent qu'il suffit d'arriver en Europe pour être pris en charge par les familles. Donc vous avez des diasporas donc il faut, donc à la limite, si vous voulez couper ce moteur-là de l'immigration, il faut que vous refassiez complètement vos lois. Hein, vos lois sur l'accueil, sur le transit, sur le regroupement familial et tout ça. Et deuxième phénomène qui est extrêmement puissant aujourd'hui dans l'immigration, c'est que vous avez un système économique qui a besoin des immigrés parce qu'il a abdiqué de la productivité. Ça, c'est une évolution historique du capitalisme. Historique. Historique. Je pense que Karl Marx ne l'avait pas prévu. Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu in extenso. Ni Adam Smith. Hein.
Vous avez le capitalisme qui a dit je m'accommode de travailleurs semi-analphabètes, soit parce qu'ils le sont vraiment, soit parce qu'ils ne parlent pas la langue du pays, et je compense leur manque de productivité par de la robotisation. Hein. C'est livraison de pizza ou de sandwich dans Paris ou à Lyon, à Bordeaux. Le type ne parle pas le français, il ne connaît pas la ville où il est, il roule en contresens, il roule sur le trottoir, donc il n'est pas productif, il est même suicidaire. Euh, il se lave pas les mains, enfin bon, hein, je vous la, vous savez de, hein. Mais il a un logiciel Waze ou je ne sais quoi qui le guide. Hein, vous le voyez, le type, il arrive, il a un téléphone ici, sous le casque, il a un téléphone face à lui, il te donne ton truc, je ne sais pas s'il te dit bonjour, en tamoul, en bengali, et il repart. Et tout le monde est content. McDo, Starbucks, hein, ce sont des totems, on te demande de faire toi-même le travail. Hein, c'est toi qui choisis le QR code, hein. Donc c'est toi qui fais la commande. Bientôt, c'est toi qui vas cuisiner. Tu vas à l'aéroport de Roissy, bah, c'est toi qui fais le check-in. Voilà. Donc, dans ce système-là, on n'a plus besoin de travailleurs qualifiés. Il n'y a plus de noblesse du travailleur. C'est très grave. La noblesse du travailleur, elle est éliminée par le choix de certains patrons, petits et grands, de liquider la productivité et d'investir en contrepartie dans l'ubérisation, la robotisation, demain l'IA, hein, voilà, hein, et ainsi de suite. Donc, à mon humble avis, ce sont les deux grands drivers. Après, bon, il y a l'idéologie mortifère de l'Union européenne qui veut kébabiser l'Europe, remplacer les Européens par des Africains et des musulmans. Et voilà. Mais bon, ça joue aussi, hein, c'est un driver. C'est un moteur, hein, parlons en bon français. Mais je pense que les deux que je vous ai donnés, c'est les plus, euh, c'est peut-être les plus difficiles à combattre. Parce que comment tu veux réformer le capitalisme? Tu ne vas pas nationaliser Uber, ou Starbucks, ou McDo. Ou, bon, Roissy, tu me diras, c'est nationalisé. Enfin, Roissy ADP est une boîte française, mais quand tu vois qui la contrôle, ce sont des sous-traitants algériens. Hein, on reboucle sur la colonisation. Dixit, un CF, hein, il a conféré une excellente enquête, je ne sais plus de quel journal français, qui te dit que la sécurité à Roissy est gérée par une boîte de l'ouest de l'Algérie. Alors à quoi ça sert de mettre des polytechniciens pour gérer ADP, payer 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois, hein, des inspecteurs des finances, si la porte d'entrée en France et en Europe, si hein, ADP, Roissy, Barajas, Heathrow, c'est l'Europe, hein, Amsterdam, Rotterdam, si c'est géré par l'Algérie, bah écoutez, hein, je dirais la même chose si c'était géré par un autre pays. Hein, c'est pas. D'ailleurs, moi, je n'ai pas d'obsession anti-algérienne. Hein, je suis marocain par ma chair, par ma loyauté, et je suis fidèle à la France, loyal à la France par ma culture et ma civilisation. Voilà, donc moi, ça me suffit. Moi, je suis à l'intérieur, je ne suis pas creux. Enfin, je l'espère, je ne suis pas creux. Donc, j'ai pas besoin d'aller sortir le Kalachnikov contre les Algériens, je sais pas quoi, pour me sentir quelqu'un. Ce que j'ai à l'intérieur de moi-même me suffit. D'ailleurs, j'ai pas mal de démons à l'intérieur de moi-même. Et ils me suffisent, hein, ils m'occupent largement tout le temps. Donc, j'ai pas besoin d'aller chercher des ennemis extérieurs. Mes ennemis intimes à moi me suffisent et me rendent la vie souvent assez difficile. Mais bon, je vais pas me plaindre. Je ne suis pas dans la victimisation. Je laisse ça aux électeurs de LFI. Allez, à bientôt. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Au revoir.